Le vrai nom de Yazzie est Sophia Meritaten Tacherit Swarou, et peut être traduit en Sophia Marie Swarou Jr. Comme en égyptien, Meritaten se traduit par Marie et Tacherit désigne le plus jeune ou simplement junior. Elle est la 12e incarnation linéaire de la lignée Swarou, vue uniquement du point de vue de laquelle des membres de la famille Swarou étaient, ou ont été, autour ou sur Terre. De ce point de vue, je suis Swarou 11. Bien que je ne sois pas d'accord avec l'utilisation de ces chiffres du tout, car je pourrais très bien argumenter que Yazzie est 11 et que je suis 12, car je suis la dernière Swarou à arriver ici, et non Sophia. Et honnêtement, je trouve l'utilisation de ces chiffres un peu dégradante. Ensuite, elle a pris le nom de Yazzie, du Navarro, petit ou jeune, inspiré du film hollywoodien ou de la littérature, qu'elle a vu quand elle avait environ 7 ou 8 ans. Elle a brièvement utilisé Yazzie Ata, comme petite elle, et ensuite seul Yazzie est resté, c'est ainsi qu'elle a choisi son propre surnom. Il est très difficile de connaître l'âge de quelqu'un qui n'est pas né sur Terre, mais en utilisant son ADN, sa maturité physique, un ordinateur et des cartes stellaires comme référence, la date de naissance de Yazzie a été calculée pour être le 8 mars 2012, donc aujourd'hui elle aura bientôt 11 ans. Elle est arrivée ici quand elle avait 7 ans, et comme elle n'avait pas son calcul d'âge correct à ce moment-là, depuis son arrivée, elle a dit qu'elle avait 10 ans, et elle a continué à le dire pendant les 4 dernières années, alimentant la confusion selon laquelle elle ne grandit pas, mais elle grandit, de manière normale et saine. La petite Sophia est née dans un vaisseau spatial, en mouvement, alors qu'elle voyageait en hyperespace, donc elle est née en dehors de tous les accords sociaux et inconscients collectifs. Même pendant sa gestation, sa mère et sa grand-mère ont été très prudentes pour ne pas être du tout sur une planète, ou du moins le moins possible, pour minimiser l'influence de l'inconscient collectif sur l'enfant à naître. L'inconscient collectif inclut le groupe d'accords de perception qu'une unité sociale, ou sa culture possède, y compris comment ils perçoivent et forment leur densité existentielle collective, celle qu'ils percevront et vivront tous ensemble. Il inclut le groupe d'idées qui limitent leur expérience existentielle dans un cadre préétabli de lois perceptuelles, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, et qui sont transmises à chaque individu du groupe d'abord par influence télépathique ou téléchargement lorsqu'ils sont en gestation dans le ventre de leur mère, puis lorsqu'ils sont très jeunes pendant leurs 7 premières années de vie, et par l'interaction sociale tout en vivant parmi le groupe. Il y a encore un autre facteur qui est l'ensemble des accords que l'âme porte déjà en elle, les idées et concepts qui la forment, les accords de perception qu'elle porte de l'expérience qu'elle a eue au cours de ses vies passées. C'est ce dernier facteur qui est déterminant pour savoir à quelle société, culture et famille une âme serait compatible sur le plan vibratoire, et qui déterminera où cette âme naîtra dans sa prochaine vie. Tout ce que vous pouvez imaginer et plus encore, existe et est possible quelque part et dans certaines densités de ces dimensions. Ce sont seulement les limites de notre propre conscience et compréhension qui définissent tout concept ou idée de loi, donc il n'y a pas de loi naturelle régissant la physique ou quoi que ce soit, du point de vue de la source originelle, ou du point de vue de toute créature ayant une expérience existentielle dans une densité supérieure. Chaque créature a son propre ensemble d'accords perceptuels que nous pourrions appeler lois existentielles en fonction de son niveau spirituel et de sa conscience. Il n'y a pas de loi et de constantes absolues dans l'univers du point de vue le plus étendu, seulement des accords qui peuvent varier d'une culture à l'autre en fonction de leur point de vue. Sophia est née là où il n'y a pas d'accord de densité sociale, pas d'inconscient collectif et pas de concept et facteurs de densité limitant artificiellement imposés, à l'exception de ceux que sa propre mère et sa grand-mère portent inévitablement et transmettent à elle, bien que la mère de Sophia soit également née dans les mêmes conditions d'isolement que Sophia. Cela signifie que Sophia a un très petit ou un nombre limité d'accords perceptuels et de lois régissant son expérience dans la matérialité à un niveau inconscient, et la plupart d'entre eux ont été acquis au cours de ces dernières années passées parmi les Tégétiens, mais il est sûr de dire que leur influence dans cet aspect a été minimale. Cela explique pourquoi Sophia a des capacités spéciales que très peu de gens ont, mais elle n'est pas seule. L'une des choses les plus importantes que j'aimerais expliquer aujourd'hui est une caractéristique critique de Sophia que tout le monde qui la connaît doit comprendre, un aspect d'elle, d'où proviennent la plupart de ses capacités spéciales, et ce malentendu a causé beaucoup de scepticisme, et cela a formé une résistance à son égard de la part de nombreux membres du grand public. Le voile de l'oubli que presque tout le monde a, surtout sur Terre, ne fonctionne pas et n'a aucune influence sur elle. Elle est entrée dans son incarnation physique actuelle en se souvenant de qui elle était avant, et avant cela aussi.
Elle a une mémoire complète d'au moins 12 de ses incarnations passées, peut-être même plus, bien que, selon mon expérience personnelle, plus une incarnation passée remonte dans le temps, plus elle devient floue, comme se souvenir de ce que vous avez fait la semaine dernière, puis celle d'avant ressemble à se souvenir de ce que vous avez fait l'année dernière, puis ce que vous avez fait il y a 5 ans, et ainsi de suite. Ce qui aboutit à quelque chose qui ressemble de plus en plus à se souvenir d'un rêve. Sophia se souvient de la plupart de ses 12 incarnations aussi clairement que n'importe qui se souviendrait de ce qu'il a fait hier. Les implications de cela sont assez lourdes et n'ont pas encore été pleinement explorées, mais cela signifie que Sophia, en tant que jeune enfant, a accès à des idées, des données et des souvenirs qui non seulement seraient comparables au développement mental de n'importe quel adulte, mais les dépasseraient de loin également, car tout ce qu'elle a appris dans ses vies passées est accessible pour sa vie quotidienne, et logiquement façonnera sa perception du monde qui l'entoure. Tout ce que nous avons tous vécu et appris dans nos vies passées est toujours avec nous, c'est ce qui forme notre personnalité actuelle, et toutes les conditions et aspects de nos vies. Nous ne perdons jamais ces souvenirs expérimentaux de base, et ils sont même inscrits dans notre ADN en tant que disque dur cristallin. La différence avec Sophia est qu'elle a un accès facile à toute cette expérience et information. Elle sait comment chaque élément la forme, donc elle se comprend mieux que quiconque ne se comprend. Par exemple, elle a un contrôle total sur une grande partie de sa physiologie, elle peut contrôler sa pression et sa température corporelle à volonté, bien qu'elle ait encore quelques problèmes à contrôler sa glycémie uniquement avec son esprit. Son métabolisme est environ 10 fois plus rapide que celui d'un tégécien normal, ce qui signifie qu'elle mange la plupart du temps, et entre les repas. Elle est donc considérée comme une sorte de monstre des cookies. À suivre dans la partie 2.